avec d'abord quelques mots, une très brève intervention pour dire en quelques mots, notamment à ceux qui sont plus éloignés de nos sujets parfois, comment la Direction générale de la fonction publique a évolué depuis 1945. Vous y retrouverez le reflet des échanges qui viennent d'avoir lieu dans cette première table ronde. Et puis évidemment, je céderai ensuite la parole à monsieur le ministre, à monsieur Le Pors. Alors, la direction de la fonction publique, je l'ai évoqué dans mon propos liminaire, a été créée en 1945. Elle s'appelait Direction de la fonction publique. Et le texte fondateur, donc l'ordonnance d'octobre 1945, précisait ses grandes missions, le statut, l'organisation des services publics et les questions de rémunération. Donc elle est restée plusieurs dizaines d'années très orientée autour de ces trois aspects, avant d'évoluer évidemment en 1959, où elle est devenue Direction générale de l'administration et de la fonction publique, pour marquer davantage son rôle dans l'organisation de l'administration en 1959. Et puis dans les années 70, une dimension qui était peut-être insuffisamment prise en compte auparavant, une dimension de la formation, ça a été évoqué, la formation des agents, avec notamment la création des 5 instituts régionaux d'administration, qui vivent toujours aujourd'hui et dont les directeurs que je remercie sont ici présents pour la plupart. Années 80-90, c'est l'irruption des notions, alors qui n'étaient pas encore des gros mots à l'époque, réforme de l'État notamment, et donc la création d'un commissariat à la réforme de l'État, avec après une délégation interministérielle à la réforme de l'État qui a été fondue avec la DGAFP pendant quelques années, donc c'était une seule et même personne qui assumait les deux fonctions. Et puis les années 2000 qui ont été déjà largement évoquées, notamment par Jackie, dans la table ronde qui précédait, avec alors à la fois l'irruption du New Public Management, où plus personne n'en parle aujourd'hui, c'est un peu passé de mode en tant que tel, avec les avantages et les inconvénients, mais qui ont été parfaitement soulignés. La période 2007-2012, où la DGAFP est devenue un des piliers, alors c'est la Troïka, d'un autre gros mot, de la RGPP, avec à côté la direction du budget, la direction générale de l'administration de l'État, nous avions pour tâche de mettre en œuvre ce grand mouvement de réforme. Alors durant cette période, durant les années 2000 en gros, la DGAFP petit à petit de gardien du temple, le terme a été employé, de gardien du temple statutaire, est davantage devenu, j'y tiens particulièrement, et c'était le cas de Jackie comme de Paul Penny qui lui a succédé, est davantage devenu, au-delà de la direction qui réprimande, la mère fouettarde de ceux qui essaient de dévier du statut, est devenue davantage une gardienne de la cohérence et gardienne de l'équité. Cohérence et équité entre les fonctions publiques, mais cohérence et équité aussi à l'intérieur de la fonction publique, avec sans arrêt de l'État, avec sans arrêt des volontés parfois d'autonomie un peu abusives. Donc plus que pour réprimander, on est là aujourd'hui à la DGAFP pour piloter, conseiller, diffuser des bonnes pratiques, accompagner les ministères dans le mouvement de gestion des ressources humaines. Alors c'est un peu ce que recouvre la notion de DRH Group, qui a été pour la première fois dans l'histoire de la DGAFP portée par Jackie Richard, poursuivi par Paul Penny et par moi-même. Notion de DRH Group qui, là pour le coup, c'est une notion qui vient du secteur privé, mais adaptée, je dirais, à la sauce service public ou à la sauce fonction publique. On n'a évidemment pas la même acception du terme. Et on s'efforce de faire vivre cette notion, on pourra y revenir dans l'après-midi. On a souhaité en 2011-2012 à la DGAFP aller encore plus loin dans l'évolution du rôle de cette direction en prenant en compte la dimension développement durable et notamment le troisième pilier du développement durable, celui qu'on oublie régulièrement, le pilier social. La DGAFP n'a aucune compétence pour inciter les ministères ou les agents dans les ministères à ranger, à éteindre les lumières et trier leurs poubelles. Ce n'est pas notre mission. Pas plus qu'on a à faire ou évaluer le bilan carbone de chaque administration. En revanche, dans le volet social, j'ai estimé avec l'équipe de direction qu'on avait une légitimité, une vraie légitimité à la diffuser. Donc c'est l'ensemble des pratiques RH, pour faire simple, qui concourent au développement durable et à cette responsabilité sociale de l'État employeur qu'on a souhaité promouvoir et développer, à la fois en nous réorganisant et évidemment en diffusant des bonnes pratiques et dans l'action quotidienne. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas essayer de décrire ce que pourrait être la DGAFP en 2050. Si j'en crois les rapports ou les articles de presse, je ne sais d'ailleurs même pas si je serai à la retraite moi-même, mais en tout cas, je ne sais pas non plus si la DGAFP existera encore. Si je dis ça, c'est parce que je fais référence au dernier propos de Jackie. Vous l'avez constaté vous-même, il n'y a pas un jour dans un article de presse ou au Café du Commerce, on ne pratique pas le fonctionnaire bashing
pour prendre un thème à la mode. Et je crois qu'on a dans cette attaque permanente, pas seulement contre le statut, c'est d'une façon plus générale contre les fonctionnaires. La DGFP peut jouer également un rôle qui n'était pas le sien, quelqu'un qui n'aime pas le mot fonctionnaire, qui n'était pas le sien dans l'histoire de cette direction durant ces 30 dernières années, qui est celle en termes de communication, d'aller au-delà de ce que nous faisons encore aujourd'hui, non pas dans la défense du statut ou dans la défense des fonctionnaires, on sortirait de notre rôle, mais en tout état de cause dans la promotion de ce que nous estimons positif, nous, dans notre statut, dans notre façon d'agir, l'utilisation notamment, qui est encore certainement insuffisante, des réseaux sociaux, des nouvelles formes de communication. Hier, l'aigreur d'un fonctionnaire se limitait au 6e étage devant la machine à café. Depuis maintenant quelques années, la même aigreur, la même situation est connue de 100 000, 200 000, 500 000 personnes avec 2 clics en quelques minutes. Donc ça nous impose aussi un autre mode de fonctionnement, d'autres modes de réaction et de réactivité, je crois, vers lesquels pourra se tourner la DGFP. Nous vendons bien le modèle fonction publique français. Ce ne sont pas mes amis marocains ou belges ici présents qui me diront le contraire. Nous savons le faire. En revanche, il y a peut-être à retravailler, à retrouver cette confiance avec les citoyens ou avec les Français d'une façon générale, confiance envers leur fonction publique pour des raisons qu'a parfaitement développées Jackie. Voilà, donc c'est tout le défi qui nous attend. Je ne vais pas être plus long, j'ai voulu simplement en quelques minutes montrer que la DGFP n'était pas restée la même de 1945 à aujourd'hui. Et donc je vais sans plus attendre passer la parole à Anicet Le Pors. Donc Anicet Le Pors, je n'ai pas besoin de le présenter, conseiller d'État, il a été sénateur, ministre de 1981 à 1984. Et il est évidemment à l'origine des grandes lois concernant la fonction publique et notamment celle dont nous fêtons le 30e anniversaire aujourd'hui. Donc, Monsieur le Ministre, si vous avez la gentillesse de prendre la place au pupitre, le micro vous est offert. Merci.